Bonjour, Éminence. Nous sommes en 1647 et nous assistons à une séance de travail entre le cardinal Mazarin et le célèbre architecte italien Torelli. Alors, Éminence, pourquoi la construction d'une salle à Paris? Eh bien, nous sommes habitués en Italie aux meilleurs chanteurs, aux meilleurs danseurs, aux meilleurs musiciens, que nous comptons faire venir à Paris pour le service du roi. Et nous nous devons, pour les recevoir, une salle au moins à l'égal de celle de Rome, Venise ou Milan. Et pourquoi le choix de cet architecte italien, Torelli? Eh bien, monsieur Torelli, montrez-nous ce que vous savez faire. Éminence, voilà donc les plans de cette salle royale qui sera assez extraordinaire. Grâce à vos suggestions, nous allons créer la plus belle salle d'Europe. Et oui, il y avait même à l'époque des scènes tournantes. Des scènes tournantes à deux décors, des décors représentant des chevaux ailés, des bateaux à quai devant le Pont Neuf, ou même devant Notre-Dame. Il faut se rappeler qu'au moment même de la création de l'opéra en France, à l'époque de Perrin, par Louis XIV, dans le privilège de l'opéra, il a été considéré que les chanteurs pouvaient être nobles et se produire sur scène pour chanter sans pour autant déroger à leur titre de noblesse. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de chanteurs d'opéra, car c'était un métier tout nouveau, et il a fallu les inventer de toutes pièces. Où les a-t-on trouvés? Eh bien, tout d'abord, dans les maîtrises. Et puis, on en a trouvé par hasard. Il y a eu Dumény, le cuisinier, qui a été trouvé par hasard par Lully. Il y a eu la Maupin, qui était escrimeuse. Il y a eu Chassé, qui était un noble ruiné. Et ça a été donc l'embryon, le point de départ d'une troupe qui a eu ensuite une durée de 300 ans. L'opéra a eu besoin de la subvention de l'aide royale, indiscutablement. L'opéra a été joué dans les opéras des palais des rois et a attiré les princes. C'est un fait indiscutable. Mais parallèlement, le public le plus populaire n'a cessé d'y affluer. Et vous vous souvenez qu'il y avait à l'opéra, jusqu'à la Révolution, ce fameux parterre, le parterre debout, c'est-à-dire la partie de l'orchestre, que nous appelons actuellement l'orchestre, qui se trouvait derrière les premiers rangs, où une foule considérable pouvait se masser puisqu'elle se tenait debout. Les places y étaient moins chères, le public y était très mêlé, souvent très agité. On y trouvait de tout, des passionnés, des ivrognes, des gens qui étaient en quête d'aventure, des voleurs. Et les réactions de cette partie du public étaient très attendues et très redoutées, des chanteurs comme des compositeurs. La première fois que j'ai vu l'opéra, c'était Fra Diavolo. Et j'ai vu ça à l'opéra d'Odessa et je crois que je devais avoir 8 ans. C'était pour moi comme une révélation d'un monde nouveau. Je suis sorti de là enchanté et j'avais dit à mon père, moi je vais faire la même chose. Je suis un architecte scénographe. Et mon premier métier, c'était d'être peintre, artiste peintre, paysagiste. Bon. C'était les Indes galantes. Et nous étions 5 décorateurs. Il y avait Carzou, il y avait Chaplin-Midi, il y avait Jacques Dupont, il y avait votre serviteur. Oui, là, je vais vous montrer comment nous avons fait des vagues sur les scènes pour faire la tempête. Vous voyez, il y avait des vagues qui avaient cette forme-là, qui étaient découpées en bois. Vous voyez, chaque vague qui était assez grande, il avait dans les 1 mètre, 1 mètre 50 chaque vague. Alors, elles étaient désaxées et montées sur des espèces de manivelles
tourné par les machinistes. Ça, c'était sous la scène. Le bateau était coupé comme ceci, sans qu'on voit la coupure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'ouvrait et immédiatement, on basculait dans les cintres, dans les dessous, pardon. Et la tempête, nous l'avons fait à l'ancienne. C'est parce que j'avais fait tout comme on faisait ça au XVIIIe siècle. Pour un opéra, on peut parfaitement réunir la peinture et l'architecture ensemble. Et alors, on peut faire des choses absolument extraordinaires parce que ce n'est pas comme au cinéma où, d'habitude, sauf des rares exceptions, vous faites du naturalisme. Alors, dans un opéra, on échappe à ça. On peut aller vers la poésie, vers la féerie, tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? D'autre part, on a introduit surtout dans les lumières. La révolution était complète dans les lumières. Et déjà dans mes 50 ans d'expérience, j'ai eu une différence absolument énorme entre ce qu'on faisait en 1948 et ce qu'on fait maintenant. Madame Schwarzkopf m'a coupé un jour ma fraise ici, là, la fraise qui était là. Enfin, elle l'a coupée complètement parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas respirer, ce qui était faux. C'est de la magie tout le temps, n'est-ce pas? Moi, je l'ai traité en style allemand de Dürer, n'est-ce pas? Il a tenu 26 ans, mon décor à l'Opéra de Corée, ce qui était beaucoup trop. Il faut changer, tous les 3 ans, il faut changer un décor. 26 ans dans un décor. J'ai actuellement un décor d'Othello à l'Opéra de Londres, qui est là depuis 28 ans, je suis fou de rage. Et à cette époque, on travaillait sur des productions, des reprises des Mirages, des corps de Cassandre ou de Petrouchka, pour parler d'Alexandre Benoît. Très souvent, les peintres ont été sollicités, si vous voulez, pour produire des décors de ballet, où leur imagination faisait merveille. L'équipe de décoration va participer dans sa totalité, si vous voulez, à un programme tel qu'Iphigénie, et il nous faudra entre 15 et 20 personnes. Il faut considérer, si vous voulez, que lorsqu'on est en phase concrète de réalisation, on est aussi dans une phase de préparation d'une autre production. On ne peut jamais se consacrer totalement à la même production.
Eh bien, le décor d'opéra ou le décor de théâtre a subi, si vous voulez, les contraintes, surtout lorsqu'on se trouve dans les conditions des théâtres subventionnés, où il y a une règle d'alternance. L'exploitation, si vous voulez, de ces salles a quand même cette particularité qui se traduit par un planning extrêmement ténu, si vous voulez, qui fait qu'on doit alterner spectacles quasi quotidiennement. Et entre deux ouvrages lyriques, ça suppose, si vous voulez, un travail considérable pour tous les techniciens du plateau, quelquefois de nuit, pour assurer justement cette alternance quotidienne. C'est Mademoiselle Fell qui devrait chanter ces bêtises. Eh bien, nous sommes en 1735, le 10 mars exactement, à l'Opéra. Et Mademoiselle Lemort, première chanteuse de l'Opéra Royal, vient de chanter la première partie de Jephté, un opéra assez connu de Maud Claire. Mais vous l'avez vu, Mademoiselle Lemort n'est pas contente du tout. On dit même qu'elle va refuser de chanter la deuxième partie de cet opéra. Mademoiselle Lemort, au nom du roi, on vous arrête. Vous m'arrêtez au nom du roi? Mais enfin, c'est une plaisanterie. Je connais très bien le roi. Jamais le roi ne me ferait arrêter. Ou vous continuez à chanter, ou on vous emmène en prison. Je ne continuerai pas à chanter cette niaiserie. Très bien. Ah! Lâchez-moi! 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 Eh bien voilà, la chanteuse est partie pour le Fort-l'Évêque. Le secrétaire d'État, le comte de Maurepas, a signé une lettre de cachet. Mais rassurez-vous, elle ne restera pas longtemps en prison. Et puis, elle cessera de bouder à l'âge de 64 ans. Elle recommencera à chanter. Et à 67 ans, il paraît qu'elle avait une voix admirable. Mais enfin, imaginez de nos jours, Régine Crespin embastillée parce qu'elle refuse de chanter un opéra. Non. En janvier 1875, ce fut l'inauguration du Palais Garnier. Ce soir-là, ça n'était pas Napoléon III qui assistait au spectacle. On donnait la Juive d'Halévy. Napoléon III qui avait voulu la construction de cet immense théâtre afin de marquer son règne d'un chef-d'œuvre d'architecture. À la place, c'était le Lord Maire de Londres, invité par le président de la République française. J'étais forcé d'avoir une voiture complètement parce que la flûte enchantée est une œuvre considérable et très difficile à faire, puisqu'il y avait dans l'interprétation que Lehmann voulait lui donner à l'époque, il y avait 16 tableaux et il y avait 500 ou 600 costumes. Enfin, c'était très très considérable, très considérable. Décorateur, vous étiez toujours peintre?
J'étais surtout peintre, et je dirais même principalement peintre. Moi, vous savez, j'ai fait des décors dans ma vie, des décors et des costumes, par moments, comme ça, chaque fois qu'on m'en demandait. Vous parlez d'illusion. Le décorateur de théâtre est-il un magicien? C'est au premier chef un illusionniste, car c'est aussi ce qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'avec un peu de toile, avec un peu de bois, pas grand-chose en somme, vous pouvez construire des palais fantastiques, des paysages extraordinaires. C'est ce que j'avais fait, ce qui m'a tellement amusé, c'est dans La Flûte enchantée. Et toute l'illusion, à ce moment-là, est en marche et le spectateur rentre dans l'image qu'on lui propose comme si c'était vraiment quelque chose de réel. Parce qu'il y a la réalité qui est la nôtre, enfin celle de la vie de tous les jours, et puis il y a la réalité de la scène qui est quelque chose de tout à fait autre, dans laquelle réalité il faut que le spectateur s'intègre, il faut qu'il participe, il faut qu'il soit en quelque sorte, qu'il vive dans le décor qu'on lui présente. Il y a tout un jeu très subtil et très secret que j'ai appris au fur et à mesure que je faisais du théâtre et qui est extrêmement passionnant, extrêmement passionnant. C'est-à-dire qu'il faut pas être réaliste, il faut pas que ce soit la vérité, il faut que ce soit la véracité. C'est pas du tout la même chose. Quand vous êtes devant une toile blanche, seule votre imagination vous commande, mais à l'opéra, vous avez un sujet, un auteur qui vous commande. Au théâtre, évidemment, il y a le thème qui m'est proposé, c'est-à-dire une œuvre. Et j'ai toujours eu le sentiment que le devoir du décorateur de théâtre, c'est de servir l'œuvre qu'on lui propose. Pour la servir, il faut s'intégrer à elle, la comprendre profondément, essayer d'en exprimer l'atmosphère à travers les images. Car jamais je n'ai accepté de faire d'un côté les décors, par exemple, alors que quelqu'un ferait les costumes d'un autre côté. J'ai toujours voulu faire à la fois les costumes et les décors, parce que pour moi, encore une fois, c'est un ensemble qui doit être cohérent. Quelle a été l'influence de l'opéra pour vous, et je pense en particulier à La Flûte enchantée? La Flûte enchantée m'a fait comprendre un très grand nombre de choses dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Et ma peinture a beaucoup évolué depuis cette époque-là. Je crois que je dois à la flûte une profonde transformation de ma peinture. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à prendre une intériorité que certainement elle n'avait pas auparavant. Eh bien, voilà, il est mort, et bien mort, et ce n'est plus tout à fait de l'opéra. On est en 1800, et cet homme s'appelle, enfin il s'appelait Garat, un fameux chanteur d'opéra, la coqueluche des salons parisiens. Il n'a pas supporté de perdre sa voix, et il a préféré mourir. En 1800, on pouvait encore décider de se suicider parce qu'on perdait sa voix. D'ailleurs, quelle curieuse soirée. Dans la salle, il y a le premier consul, Bonaparte, et dans les coulisses, on vient de surprendre deux hommes qui voulaient l'assassiner. Ah, j'oubliais, ce costume a été dessiné par Chaplain-Midi, c'était pour les Indes galantes de Rameau. C'est toujours une aventure faire un décor, mais c'est pas tellement fantasiste. C'est un travail tout à fait d'atelier, on se met à la table, on a un morceau de papier blanc, on commence à penser, faire des petits croquis. Mon premier rapport avec l'Opéra Belle c'était Les Noces de Figaro. Je suis arrivé avec un décor bâti, solide. Après ça, j'ai monté 3 ou 4 décors dans l'époque de Berman. Les Noces, je trouve qu'elles ont été écrites dans une époque illuministe, dans l'époque de l'illuminisme.
Et après, il y a beaucoup de choses que ça fait la culture d'un décorateur, que c'est un chemin très compliqué. C'est très difficile de parler où est-ce que je trouve exactement les images que je présente. Ça vient de toute une vie entière, même des choses que j'ai vues dans l'enfance, après dans la jeunesse, après dans mes voyages. Le monde des images appartient normalement au décorateur, c'est-à-dire le parti pris des images choisies, ça appartient au décorateur. C'est le metteur en scène qui doit accepter cette image, il doit intégrer sa personnalité, à un certain moment exploiter l'image de la façon meilleure. Fondamentalement, je suis un décorateur réaliste, j'aime les matières. Donc les matières de théâtre ne sont pas les matières de la vie. Avec la colonne, c'est un élément libre, un élément qui peut rester sur scène en occupant un espace limité. Et enfin, la colonne, c'est l'unique élément qui nous permet de jouer autour au décor, derrière au décor, aux côtés du décor, et pas que devant au décor, comme le décor 4 murs fait normalement. Oui, je reviens cette année à l'opéra avec Iphigénie de Gluck pour la mise en scène de Liliana Cavani. J'ai compris qu'il a besoin d'un espace tout à fait de cinéma. Donc, un espace très réel, on peut toucher, on peut jouer dedans comme au cinéma. Et après, sur ça, nous avons marché, nous avons fait cette espèce d'amphithéâtre, un petit peu renaissance, parce que j'ai utilisé l'objet théâtre comme un objet de décor, c'est-à-dire donner le fait qu'il existe ce théâtre, qu'il existe cette forme de théâtre, comment est-ce qu'on peut trouver un monde poétique dans cette forme déjà dessinée. Picasso, il a fait des décors dans le chemin de cette tradition. Par exemple, là j'ai une sculpture, une petite. Alors c'était pour la Tosca, on nous a donné une photo. On a fait premièrement une maquette comme ça, une toute petite maquette. Après cette maquette-là, on a fait cette sculpture-là en grand. Elle faisait 3 mètres.
Ma famille était mélomane, beaucoup plus que je ne le suis. Mais je crois à la musique plus ancrée dans la nature humaine que tout autre art. Mais la vraie raison qui m'a poussé vers l'opéra, c'est l'opéra, l'édifice lui-même, que j'admire beaucoup. Et j'avais toujours rêvé de pouvoir visiter les souterrains, les couloirs, les salles de miroirs, la coupole, tout ça. Ça m'attirait énormément. C'était Georges Auric qui m'avait demandé. J'aimais beaucoup Georges Auric, par son humour, sa grâce, sa bonhomie. Et en effet, pendant le travail, il a été toujours, lui, à émousser les angles qui se forment inévitablement dans un travail comme ça. Évidemment, le Tannhäuser n'était pas vraiment l'idéal pour moi. J'aurais préféré m'occuper de Parsifal. Et naturellement, on a observé mes maquettes, on les a acceptées. Et après, j'ai entendu énormément de fois le mot impossible. Impossible. C'était la première ère du polyester. Et naturellement, pour la grotte de Vénus, moi, je voulais le polyester parce que ça aurait donné des reflets, des transparences qui m'auraient beaucoup plu. Mais ce n'était pas encore développé comme il fallait. Et je ne trouvais jamais assez profond, jamais les couleurs étaient assez sonores, les transparences n'étaient pas comme je voulais. Et cette grotte qui était peut-être le plus beau décor dans la maquette n'était pas vraiment ce que je voulais. Et il y avait aussi la question de tous ces personnages fantastiques qui sont là-dedans. Et naturellement, la chose que je crains le plus au monde, dans le théâtre, dans l'opéra surtout, c'est la nudité. Parce que ça donne un côté réaliste, ou alors il faut le peindre. Et ça, il n'avait pas le temps, parce que le même personnage jouait plusieurs rôles. Alors j'ai couvert les danseuses de maillot, qui n'étaient pas vraiment extraordinaires. Ces décors-là ne m'avaient pas enchanté. Et malgré qu'il y avait de bons éléments, les troncs n'étaient pas assez grands. La cantatrice, qui était une très bonne soprano, célèbre, elle était plutôt opulente. Et alors, je l'ai couverte de beaucoup de tuiles superposées, mais phosphorescents, qui donnaient quelque chose de très luxueux, de très mystérieux à son costume. Elle avait une grande tiare, un peu comme le personnage de Moreau. Et le mari de cette cantatrice m'a appelé dans un coin et m'a dit « Madame, vous ne croyez pas que pour Vénus, il faudrait monter de nudité ?» Je dis « Non, monsieur ». Les grandes difficultés venaient du ténor, qui était un ténor allemand, alors très connu. Par exemple, pour la scène de la grotte, il avait une passion de se coucher par terre et de chanter par terre. Il affectionnait le sol. Alors, il était un peu comme un phoque chantant, ce qui était plutôt drôle, parce qu'il était habillé en sombre. Alors, il était toujours couché, comme ça, et là, il chantait. J'essaye de faire toujours des décorateurs de peintres, c'est-à-dire, je pense beaucoup à la couleur et à l'effet de couleur un à côté de l'autre. Et j'avais pensé aussi d'éviter les décors, comme dans les siècles derniers avec les coulisses, et donc de faire une chose un tout petit peu plus dans l'esprit de Wagner, de Wieland Wagner. Quelques années après avoir travaillé à l'opéra, et dans les souvenirs de cette grange batelière, rivière souterraine que finalement je n'ai jamais vue, j'ai fait un tableau qui s'appelle La Grange Batelière. Et j'aimais imaginer les sylphides, les pères, et peut-être les filles fleurs de Parsifal, fatiguées de spectacle, allaient nager dans l'eau noire souterraine. Das in mir
Wagner a eu beaucoup de mal avec l'Opéra de Paris. D'abord, en 1861, lors de la représentation de Tannhäuser, qui était voulu et protégé par l'empereur Napoléon III lui-même, ce fut la cabale des abonnés. Et au terme de 3 représentations des plus pénibles, on a dû arrêter ce spectacle. Ensuite, 30 ans plus tard, il y a eu le spectacle de Lohengrin. Bien sûr, la guerre de 1870, la guerre franco-allemande était passée par là. Il y a eu dans la salle des scandales, des altercations, on a lâché des boules puantes. Il y a eu, sur la place de l'Opéra, une véritable manifestation qui a réuni quelques 100 000 personnes. Scandale! Vous êtes un mauvais Français! Non, je suis absolument désolé, Wagner, Monsieur, c'est un génie! Monsieur, je vais vous faire... Oh, monsieur, quel lion! Écoutez, Ramon! C'est un scandale! Monsieur, je ne vous permets pas! Monsieur, suffit! Votre Wagner, on vous le rend! Rendez-nous la Lorraine! Critique-toi! Je vous en prie, nous avons perdu la guerre! Et vous pactisez avec l'ennemi! Vous n'êtes qu'un minable faiseur de colibet! De l'art, la musique, vous êtes un mauvais... Laissez-moi! C'est un scandale, c'est un mauvais français! Le génie de Wagner, monsieur! C'est un théâtre qui reste ce théâtre du merveilleux dans lequel on pouvait, à sa création, on pouvait faire de grands effets de machinerie, des personnages volants, des personnages, des dieux apparaissant sur des nuages, toutes choses qu'il est assez difficile de faire dans les théâtres nouvellement construits. Alors nous avons cette chance encore, et elle est employée, elle est utilisée parfois et à bon escient par les décorateurs qui savent tous les effets que l'on peut en tirer. Lorsque l'on joue par exemple une pièce comme un rameau, une pièce du répertoire baroque, on arrive à retrouver cette espèce d'imagerie un petit peu des grands mouvements de machinerie. Alors on peut encore le faire ici. Petit à petit, c'est un peu plus délicat quand le matériel s'abîme. Vous avez déjà visité les dessous. Alors une grande partie des dessous est inutilisée maintenant, non pas inutilisable, mais inutilisée. De même que le cintre n'est plus tout à fait ce qu'il a été, bien sûr, à la création de ce théâtre. Mais comme dans tous les théâtres italiens, il y a les possibilités, grâce aux trappes, aux rues, aux costières, de faire apparaître des éléments de décor, aussi bien par les dessous, de faire apparaître par les trappes tous ces personnages, qu'ils soient le diable ou qu'ils soient un ange, comme dans une pièce toute récente. Et il y a toujours les possibilités de faire des grands effets de machinerie encore. C'est un décor qui a été fait par Damiani pour Strehler, un décor qui a été construit pour la Scala de Milan. Ce bateau, oui, ne pourrait pas sortir, il en resterait la moitié en scène, ou alors il faudrait le plier. D'ailleurs, il est conçu pour sortir et être plié, de façon à être dégagé de la vue du public. Mais ici, sur cette scène, grâce au dégagement, encore, je le répète, que vous avez sur les côtés, eh bien, le bateau va sortir et va rester en coulisses. Non, le progrès s'est installé même ici à l'Opéra, c'est-à-dire que des éléments de la cage de scène ont été refaits, d'abord ont été remétallisés, puisque avant c'était en bois, maintenant c'est du métal pour des raisons de sécurité, ça s'explique très bien. Encore qu'on puisse le regretter pour des raisons d'acoustique, puisque le bois était merveilleusement porteur de la voix. Mais nous avons encore la chance ici de conserver cette grande force d'acoustique, cette grande qualité acoustique qui en fait un des premiers théâtres sur ce plan-là. On jouait la force du destin. Et j'ai vu l'utilisation, je vous en parlais tout à l'heure de la force du destin, j'ai vu l'utilisation de cette scène au maximum de ce que peut être utilisée une scène de ce genre. C'est-à-dire qu'arrivaient des dessous des murs entiers, des fermes arrivaient entièrement. Il y avait sur les côtés des croix, des morceaux de monastères, des grilles, tout rentrait de chaque côté, de cours, de jardins. Et alors Diaghilev est arrivé avec sa troupe. Ces musiciens
ces peintres. Exactement comme une charge de cosaque qui a balayé tout ça. Et il a commencé par donner quelques ballets folkloriques, dont le plus important a été Petrouchka de Benoît. Et il y a eu un éblouissement, ça a été la Scheherazade de Baksh. Baksh était un peintre russe, un petit bonhomme assez volontaire, qui a imposé d'abord que les personnages fussent habillés par le même décorateur qui a peint les fonds. Il donnait beaucoup d'importance aux accessoires. Baksh était le maître de Chagall. Il l'aimait beaucoup. Il me disait, j'aime bien Chagall, bien qu'il soit mon élève, il fait exactement le contraire de ce que je faisais. Dans ce ballet, le spectre de la rose, je voudrais vous parler du sceau, du fameux sceau Nijinsky. Et puis tout à coup, sur le fond vert, il a fait surgir Nijinsky en rouge, et ce jeu de complémentaires a satisfait le regard du public qu'il attendait inconsciemment. Et quand je pense que certains danseurs ont cru que Nijinsky se servait d'un tremplin, mais pas du tout. Le seul effet a été justement l'effet de ce rouge soudain sur ce verre derrière la fenêtre. C'est la première fois que Diaghilev, justement, a admis les cubistes. Il y a des gens qui ont pris ça comme une simple farce ou une rigolade, mais enfin, qui depuis a pris sa place. Non pas parce que c'était Cocteau et Picasso, mais n'importe quelle nouveauté de construction, constructiviste, comme il disait, serait devenu ce qui est devenu depuis longtemps le cubisme. Oui, bah, il y a eu non pas des bagarres ni de scandales, mais enfin une sorte d'atmosphère extraordinaire, presque érotique. Il y a eu, à cette première de parade, il y a eu une chose tout à fait en dehors d'une atmosphère naturelle. Mais comme je suis étudié dans l'école classique, basée sur les connaissances de danse français, originé par les grands maîtres Didlot et Petipa. Alors, j'ai vraiment les continuations d'anciennes écoles françaises. Alors, je voudrais d'abord établir le répertoire classique qui était manqué ici.
Monsieur Nureyev, vous êtes le nouveau directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Est-ce que vous allez, comme votre grand ancêtre Diaghilev, prendre de nouveaux grands talents, comme il l'avait fait avec Picasso, Chagall, Léger, Basse? Je ne peux pas mentir, non. Il n'y a pas pour le moment, non. Donc il reste à trouver. Oui. Il y a un projet, travaille avec Bob Wilson, mais je n'ai pas pensé. Je ne connais pas encore les scènes françaises. Mais à l'origine, les machinistes avaient les termes qui étaient donc très semblables aux termes de la marine. Ensuite, on employait le même matériau que les marins, les fils. On fait les mêmes nœuds que sur les bateaux. On retrouve absolument les mêmes choses que sur les bateaux, qu'on utilise donc pour le théâtre et que les machinistes utilisaient donc à cette époque-là. Tout n'était que décors de bois, toile et tambour, fil, pour monter des décors, faire disparaître des décors. Ici, vous êtes dans les dessous, c'était donc pour les faire sortir sur le plateau ou disparaître du plateau. Au sens inverse, lorsque vous vous trouvez sur le plateau, vous avez l'inverse que vous voyez ici, dans les cintres. On fait descendre au plateau ou on fait partir, on dit charger ou appuyer. Voilà. Parce qu'avant, les changements se faisaient très rapidement, très vite, avec des décors qui n'étaient pas structurés tout à fait comme maintenant. Maintenant, on monte des décors, je dirais presque, on monte un peu des décors de cinéma. On a des gros roulants sur le plateau et on monte des décors et ces décors bougent beaucoup plus sur des roulants. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de roulants, il fallait prendre des décors à la main, les porter et c'est pour ça qu'on trouvait des machinistes, c'est vrai, un peu plus costauds. Bon, oui, on se trouve dans un musée, mais un musée, je dirais, où il y a quand même beaucoup d'activités, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce musée, c'est effectivement. Et forcément, les technologies, elles ont évolué. Bon, lorsque Patrice Chéreau vient ici, qui monte les contes d'Hoffmann, on trouve, je dis, des décors de cinéma, des décors absolument énormes, très lourds, qui, lorsqu'ils sont mis en place, ne bougent pratiquement pas. Lorsque le public regardait un tableau, derrière il y avait du travail qui se faisait, on ne quittait pas le plateau pratiquement, on commençait à 6 h du soir jusqu'à 11 h 30, on ne bougeait pas. Et là on retrouvait, je dirais un peu plus le travail tel qu'il se faisait à l'origine, c'est-à-dire aussi bien le travail dans les dessous, puisqu'il y avait des apparitions, le travail du cintre, il y avait sans arrêt des manœuvres de toiles, de décors qui descendaient, et le travail du plateau. Là vraiment on trouvait ce système un peu de tiroir, ça vient côté cour, côté jardin, ça descend du cintre, ça monte des dessous. Là vraiment on trouvait le travail de machinerie. Ça n'a pas changé du tout. Ce qui a changé, c'est que pour certains effets, au lieu de les faire, les machinistes les exécuter à la main en tirant des commandes comme ça avec des contrepoids, eh bien, il y a maintenant, pour certaines manœuvres, des équipes électriques ou électroniques, comme maintenant le cintre est équipé. Et nous sommes dans le grand foyer de l'opéra et j'ai devant moi
Monsieur Lavelli, bonjour Monsieur Lavelli. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé la dernière mise en scène de Faust, ici même, à l'Opéra, en 1975. C'est là. Et à côté de vous, l'illustre Monsieur Cambon qui, lui, a réalisé les premiers décors de Faust à l'Opéra en 1869. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Mais quand vous travaillez ici, est-ce que la maison elle-même, le dispositif de la maison, limite votre imagination? C'est-à-dire qu'on doit toujours s'inscrire dans les contextes techniques d'un théâtre. Une mise en scène a toujours un rapport immédiat avec l'architecture. Vous avez souvent travaillé avec décorateur Max Bignin. C'est une vieille complicité? Oui, c'est une vieille complicité. Les décors et la mise en scène sont en réalité une seule et même chose. L'opéra, pas le théâtre dramatique, vient de plus en plus musée. Ça veut dire, même si le décor change un peu, mais quand même, c'est le romantisme et l'illusion. Dans le cas de Faust, c'est un dispositif scénique fait avec du fer et du verre, donc qui sont en réalité la synthèse, si vous voulez, de l'époque du compositeur. Il n'y a pas un peu de provocation chez vous, là, parce que au fond, vous avez dit que l'opéra c'était vieux. Est-ce que vous n'avez pas voulu injecter quelque chose de moderne, de forcément moderne? Non, ce n'était pas forcément moderne, c'était simplement notre époque. Je veux dire qu'il y a une évolution du théâtre dramatique et du théâtre tout court qui a, comme dans la peinture, comme dans la musique, comme dans toutes les activités artistiques en général, ont suivi une certaine évolution. Il y en a d'autres qui ont suivi beaucoup moins. Mais quand le rideau a se levé, on a déjà protesté dans la salle, beaucoup, hein, parce que c'était le décor unique, un décor immense de 20 mètres diamètre. Hein. C'est-à-dire, on peut imaginer Méphisto comme on veut, n'est-ce pas? On peut l'imaginer de toutes les manières. On peut l'imaginer habillé en rouge, avec une grande cape, avec une plume sur la tête. On peut l'imaginer avec une épée. On peut imaginer... on a fait des Méphisto aussi très différentes. Les miens, lui, c'est en somme une sorte de double de Faust. C'est-à-dire que Faust et Méphisto sont complémentaires. C'est une partie de Méphisto, si vous voulez, une partie de Faust qui symbolise la partie mauvaise, enfin, du personnage. Oui, alors le scandale n'était pas prévu, ça c'est sûr. Mais quand même, dans la salle, on a protesté énergiquement contre plusieurs scènes. Mais c'est aussi banaliser le diable. Oui, le diable se trouve dans chacun de nous. Il est évident qu'on est toujours tenté par des choses contradictoires, n'est-ce pas? C'est pour ça que Méphisto, lui, il a sa partie la plus belle dans la pièce. Est-ce qu'un livret, ce n'est pas un carcan bien étroit pour un metteur en scène moderne? Ah oui, absolument, oui. Mais on ne met pas en scène un livret. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais mis en scène un livret. Je mets en scène une musique. Je crois que c'est de cette musique, de cette rencontre entre la musique et un texte qui naît la vérité de l'ouvrage, non? Mais à l'opéra, il y a très peu d'opéras modernes, parce que tout le monde déteste la musique moderne. Mais après Stravinsky, ça commence à venir difficile pour la masse des spectateurs. Si les écrivains, si les musiciens, on va écrire des choses exprès pour être jouées ou chantées dans des usines, en plein air, dans des, je sais pas où, des garages, des aéroports. Moi, je suis bien d'accord de les faire, mais jusqu'à là, je ne trouve pas cette pièce. Et je n'ai pas cette nécessité. Je trouve qu'on peut vraiment faire du théâtre nouveau sur les plateaux historiques tel qu'il est et tel qu'il a été conçu. Et le théâtre, c'est fait pour être joué là. Et j'attends les auteurs qu'on change. Et en plus, on doit développer, les chorégraphes français, donner les places et stimulation, créer le répertoire français avec les aides de peinture, les peintres français, les musiciens français et les livres écrits par les Français.